Le crash de 29, le fameux jeudi noir du 24 octobre 1929, est resté dans les mémoires collectives comme étant un événement capital, qui a marqué le début de la Grande Dépression aux États-Unis, mais surtout le début de grands bouleversements socio-économiques et politiques au niveau mondial qui ont abouti finalement à la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 30. Alors on a tous étudié ça à l'école, pour la plupart. Les causes profondes sont toujours débattues, mais le consensus global dit que finalement on a vu pendant les années 20 le développement d'une grande bulle spéculative sur les actions américaines, qui a abouti finalement en 1929 au dégonflement brutal de cette bulle spéculative. Et puis bon, il faut voir quand même que je crois que le Dow Jones, qui représente les meilleures actions américaines, à l'époque, il a dévissé de près de 90% de sa valeur dans les années 30. Donc ça n'a pas été rien. On sait très bien aux États-Unis, il suffit de relire Steinbeck pour se rendre compte que ça a eu des incidences au niveau social. Il y a eu du chômage de masse. Ça a été le développement de la misère. C'est Raisin de la colère de Steinbeck, il faut relire ça. Mais il n'y a pas eu qu'une grosse crise aux États-Unis. On sait très bien que on a eu la même chose en Europe, évidemment. Donc les grands bouleversements qui ont été engendrés par cet événement, finalement, ont fait qu'on a tous gardé en mémoire, on a étudié ça à l'école, on a tous gardé en mémoire la crise de 29 comme étant la crise, la plus grosse crise économique du XXe siècle. Alors évidemment, les causes, comme je le dis, sont toujours débattues. On ne sait pas vraiment, il y a eu toujours évidemment un faisceau de causes, mais le consensus reste sur le développement d'une bulle spéculative immense dans les actions américaines durant les années 20, qui a abouti finalement à ce dégonflement brutal de la bulle en 1929. Alors évidemment, ça c'est le consensus global, mais ça ne donne pas l'explication profonde de la cause. Et pour ça, il faut peut-être relire les mémoires de Herbert Hoover. Alors je vous invite à le faire si vous lisez l'anglais. On trouve facilement sur Internet ces mémoires en téléchargement, tout simplement. Alors Herbert Hoover, c'est le 31e président des États-Unis, qui était au bureau de 1931 à 1933, je crois, et qui a dû gérer cette crise. Alors cet homme-là a laissé des mémoires qui sont riches d'enseignements, puisqu'on plonge un peu plus profondément dans les causes profondes de cette crise. Alors, puisque 1929, c'est le sommet de l'iceberg, j'allais dire, mais il y a des causes profondes, et puis surtout, il y a tout un développement de crise qui est quand même très intéressant. Et donc, ce président américain détaille tout ça dans ses mémoires. Alors, il semblerait finalement que, alors évidemment, on est d'accord, développement de cette bulle spéculative. Pourquoi ? Parce que on a mis en place un nouveau système qui permet d'acheter les actions à crédit. Ok, très bien. Maintenant, quand on relit les mémoires de Hoover, on s'aperçoit finalement que de 1927 à 1929, la smart money, c'est-à-dire les gens qui ont du fric et qui sentent un petit peu ce qui va se passer, est déplacé massivement les capitaux de la vieille Europe vers les États-Unis et surtout vers les actions américaines. Alors pourquoi ? Il semblerait que ces gens aient senti à l'époque déjà qu'il y aurait un gros problème de dette souveraine des États européens, donc ces États qui feraient défaut sur le remboursement de leurs dettes, et donc une crise des obligations, c'est-à-dire des emprunts des États. Et donc l'argent s'est échappé d'Europe pour se réfugier aux États-Unis et surtout sur les actions, ce qui aurait permis le développement de cette bulle spéculative dans les années 20 et le dégonflement brutal à partir de 1929. Alors, je vais revenir dans un premier temps sur ces mémoires d'Herbert Hoover pour essayer de détailler un petit peu la chose. Et puis, j'aimerais bien surtout faire ensuite le parallèle avec la situation actuelle, parce que, justement, parallèle il y a. Dans les mémoires d'Herbert Hoover, vous allez trouver des éléments très intéressants. Alors, encore une fois, je vous invite à télécharger son ouvrage. On trouve ce livre très facilement en faisant une recherche Google, tout simplement. Alors c'est un ouvrage en anglais. J'ai moi-même lu le livre et puis j'en ai tiré les informations qui me paraissent essentielles. J'ai pris quelques notes, je vais essayer de vous en faire un récap. Mais encore une fois, allez vous documenter à la source, il n'y a rien de mieux. Alors, pour commencer,
Herbert Hoover distingue différentes phases dans le développement de cette crise. On a évidemment la première phase qui s'étale d'octobre 1929 à avril 1931. Alors c'est une phase où on a évidemment beaucoup de chômage qui se développe, mais c'est aussi une phase de réajustement économique. Comme après toute crise, eh bien, on a une phase de recovery qui se met en place. Le seul problème, c'est qu'on entre très rapidement dans la deuxième phase de la crise qui s'étale d'avril 1931 à juillet 1931. Et pendant ces 4 mois, eh bien, on assiste à une panique en Europe centrale qui finira finalement par atteindre les États-Unis ultérieurement. De juillet à novembre 1931, 4 mois, les chocs deviennent de plus en plus importants. En fait, on assiste à un effet domino, tout simplement. Et là, ce sont les Anglais qui sont touchés. En août 1931, ils abandonnent les talons or. Et c'est la suspension des paiements des obligations étrangères. Donc, en fait, ils font défaut sur leurs dettes, tout simplement. Tous les pays, dans la foulée, abandonnent les talons or. Alors, évidemment, le prix des produits fermiers s'effondre. Et puis les étrangers retirent massivement leur or des États-Unis parce qu'ils croient que les États-Unis vont eux-mêmes abandonner les talons or. Alors on assiste à un retrait massif de cash et d'or, un peu partout. Ensuite, la quatrième phase de développement de cette crise, eh bien, elle s'étale de décembre 1931 à juin 1932. Et on peut dire que c'est le point bas de la Grande Dépression pour Herbert Hoover. On a effectivement une détresse qui est beaucoup plus importante chez les fermiers, et puis on assiste à un chômage de masse. Ensuite, en 1932, on entre dans une période de recovery jusqu'à septembre 1932. Finalement, on arrive dans les dernières phases du développement de cette crise. La grande période de recovery pour le reste du monde, eh bien, c'est les années 32, 32-33. Et cette sixième phase de la Grande Dépression, cette sixième phase de dépression, eh bien, elle durera aux États-Unis jusqu'en 1941, toujours selon Herbert Hoover. S'il n'y avait pas eu tous ces problèmes au niveau internationaux, et notamment en Europe, eh bien, toujours selon lui, en 1932, c'était fini. Ils auraient récupéré de cette crise. Dans son ouvrage, Herbert Hoover parle également de la bombe à retardement européenne et notamment de la débâcle financière de l'Europe. Alors on a vu évidemment que dès 1931, on a assisté à une panique en Autriche, et puis à un effet domino qui s'est très rapidement répandu aux autres économies européennes, et notamment en ce qui concerne la finance. Alors, lui, ce qu'il en dit, c'est tout simplement ce constat que la dissolution des empires centraux, après la fin de la Première Guerre mondiale, a donné naissance tout simplement à 12 nouveaux pays qui érigent des barrières douanières entre eux. Alors l'Autriche, qui est un pays pauvre, est obligée de s'associer avec l'Allemagne. La Russie, elle est isolée économiquement depuis la Révolution russe et elle exporte peu finalement. Et les anciens canaux de commerce sont disloqués et restreints. Parallèlement à ces problèmes, on a une énorme production de plusieurs matières premières qui sont initiées par des cartels qui font monter artificiellement les prix. Et puis le développement d'une grosse bulle spéculative sur les productions de ces matières premières, notamment café et caoutchouc. Alors à un moment, on a un effondrement des prix, et tout ça, ça a des effets cumulés finalement en Asie, en Angleterre, en Hollande, et puis aussi en Amérique latine. Alors face à ces problèmes, on a une réponse inadéquate des économies et des gouvernements européens, qui se manifeste par une augmentation du crédit, une augmentation des dépenses gouvernementales, une augmentation des déficits et finalement une augmentation de l'inflation. Mais l'étincelle, selon Herbert Hoover, qui fait finalement mettre le feu aux poudres de tous ces problèmes et de tous ces faisceaux de problèmes, c'est l'accord douanier entre l'Autriche et l'Allemagne, qui est signé à un moment donné, accord qui est évidemment dénoncé par la France et l'Angleterre, qui s'y opposent et qui présente la note, tout simplement, des emprunts de court terme à ces pays. Alors évidemment, les emprunts, et puis c'est aussi les remboursements liés à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on demande à être remboursé, et puis là, c'est la cata. Et qu'est-ce qu'on observe à ce moment-là ? On observe une fuite des capitaux vers les US, tout simplement, une baisse massive des matières premières et des bons du trésor américain sur les marchés.
et puis un bank run généralisé dans toute l'Europe. Alors, évidemment, aussi une vente de coton et de la farine US à l'étranger qui chute, et puis toute une série, évidemment, de conséquences liées à la baisse de la production, à la baisse des actions, etc. Alors, les effets de l'effondrement britannique, selon Herbert Hoover, eh bien, c'est que finalement, les banques centrales, pour attirer des capitaux, ont augmenté les taux. Et cela ne va pas fonctionner, puisque ça a quelque part produit l'effet inverse, et ça a entretenu cette panique généralisée et globalisée. Ça n'a fait qu'en rajouter, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure en ce qui concerne notre période actuelle par rapport à cette fameuse crise des années 30 ? Eh bien, tout simplement, c'est qu'on avait affaire à une crise du marché obligataire, c'est-à-dire de la dette des États, qui ont fait défaut sur le remboursement de leurs dettes, ce qui a évidemment engendré un problème de confiance vis-à-vis de ces États et vis-à-vis de ces structures étatiques et de la finance, cette capacité à gérer la crise. Et ça a évidemment répandu dans l'économie réelle, avec un chômage de masse, une misère globalisée. Et puis, ça a abouti à la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure, nous, actuellement ? Qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe un petit peu le même schéma de mise en place. On a un marché obligataire, c'est-à-dire la dette des États, qui est complètement détruit en Europe et au Japon. C'est clair, puisqu'on est en taux négatif. Donc ce marché ne pourra jamais remonter, c'est évident. Ça paraît évident, parce que le moindre demi%, eh bien, avec des États qui sont endettés à plus de 100%, ça va créer d'énormes problèmes, ils ne pourront pas rembourser. Et donc ce marché obligataire est détruit, donc on observe une grave crise de liquidité qui se manifeste sur les marchés par la crise du repo dont j'ai déjà parlé, par rapport à cette crise de confiance finalement des banques qui se manifeste sur le marché américain depuis septembre 2019, où la Fed est obligée d'injecter et de prêter elle-même aux banques, puisque les banques ne veulent plus se prêter entre elles. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques elles-mêmes sont conscientes d'une grave crise financière et d'une grave crise bancaire potentielle, donc elles ne veulent plus se prêter entre elles, donc on a une crise des liquidités. Alors eh bien, c'est tout simplement, ça traduit la faillite des économies et des politiques keynésiennes, tout simplement, c'est-à-dire de l'intervention de l'État dans l'économie, en croyant que, eh bien, ils vont pouvoir gérer tout ça. Évidemment, les banques centrales sont à la ramasse, on le voit bien. Et qu'est-ce que ça va engendrer tout ça ? Forcément, quand on observe l'histoire récente, cette histoire du XXe siècle, dans les années 30, on a forcément derrière une montée de l'autoritarisme, tout simplement, avec du chaos politique. Voilà. Donc on l'observe déjà dans nos rues, et puis pas seulement en Europe, mais un peu en Asie et un peu partout. On a effectivement une crise de la confiance envers les États à pouvoir juguler tous ces problèmes. Et puis, évidemment, on a de mauvaises réponses en face, avec l'augmentation de la fiscalité, avec ce marché obligataire qui se casse la gueule, comme dirait l'autre. Et donc, eh bien, on a une perte de confiance du grand capital, tout simplement, qui, pour le coup, se reporte sur les actions et sur le marché privé, tout simplement, donc sur les actions. Donc, cette crise qu'on avait dans les années 30 avec les capitaux, ces grands mouvements de capitaux qui sortaient de l'Europe pour aller se réfugier sur les actions parce qu'on ne fait pas confiance en la capacité des États à rembourser, eh bien, on observe exactement la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire dans les années 2018, 2019, 2020, avec une fuite des capitaux de la vieille Europe, on le voit bien sur les marchés, une défiance vis-à-vis du système financier, et notamment des banques européennes, et puis ces capitaux qui se réfugient aux États-Unis, eh bien, ils vont se réfugier majoritairement sur les actions. Et on voit bien que le marché actions américain commence à crever des plafonds et puis continue à monter. Ce n'est pas le spectre du coronavirus qui empêche à l'heure d'aujourd'hui. On va voir ce qui va se développer dans les mois qui viennent. Mais ce n'est pas ce spectre d'une pandémie qui empêche les actions de monter, les actions US de monter. Ça continue de grimper toujours. Donc, écoutez, tout simplement... voilà, charge à chacun de faire le parallèle avec cette crise et puis de voir les développements ultérieurs qu'il y a eu dans les années 30. Maintenant, si vous extrapolez un petit peu, vous avez effectivement différents scénarios qui s'offrent à nous dans les années qui viennent. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Allez, je vous dis à plus.